La vie éternelle, qu'est-ce que c'est pour vous? Ce serait certainement un mythe si nous le pensions uniquement comme après. C'est d'abord une catégorie du présent. Je crois que nous faisons des expériences d'éternité. Toutes les fois que nous vivons une expérience dont nous avons l'impression qu'elle est fondatrice, où une grande tranche de vie se décide, où un rapport avec des êtres se noue, s'enchaîne. Et il y a des instants d'une qualité tellement intense que ce sont des grains d'éternité dans un temps qui passe. Le problème avec la vie, c'est que c'est une fleur vivace, c'est-à-dire qu'elle ne dure que le temps d'une saison. Et pour certains, ça peut être une grosse saison, hein. La vie d'un être humain peut s'étendre jusqu'à environ 70, 80, voire 100 ans pour les spécimens les plus coriaces. Mais durant toute notre vie sur Terre, on pourrait se demander s'il ne faudrait pas sauvegarder quelque chose de ce qui périra avec nous. Nos souvenirs, notre vécu, notre vision du monde. Les plus ambitieux iront même jusqu'à écrire tout un livre, voire un très gros livre. En langue française, il y en a un qui l'a fait, et c'est de lui dont on va parler dans cette vidéo. Pour cette vidéo, je vous propose de découvrir un auteur français qui a été le précurseur du romantisme. Je pense que commencer avec la vidéo de Ricoeur pose déjà un certain ton pour cette vidéo. En même temps, son entretien soulève un enjeu crucial dans la littérature des mémoires, conserver les souvenirs d'une vie passée. Car oui, les souvenirs de son vécu, ça intéresse beaucoup de lecteurs, étant donné que les événements narrés reposent sur un point de vue partial et partiel, comblé avec un peu de fiction, voire beaucoup. D'ailleurs, preuve que les mémoires ça intéresse, même si elles sont apocryphes, Yourcenar et les mémoires d'Adrien, des mémoires fictives écrites au XXe siècle d'un empereur romain qui a vécu entre le 1er et le 2e siècle. Il faut dire que ce format d'écriture, les mémoires, crée une relation particulière avec le narrateur. On est invité dans l'intimité qu'il veut bien nous laisser voir. Et je dis narrateur et pas auteur, car il faut pas confondre les deux. Mais là, j'ouvre un sujet énorme, donc pour cette vidéo, on va pas ouvrir cette boîte. Bref, la littérature et l'art en général ne sont pas qu'une affaire de fiction. Les histoires qui sont racontées par le langage artistique ont d'ailleurs souvent servi à raconter des faits qui ont eu lieu et pas juste des fantaisies. Et pourquoi raconter sa life quand on vous la demande pas? Parce que ça veut dire que votre livre va parler de ces petits moments d'éternité dont parlait Ricoeur. Et ça attire des lecteurs qui peuvent se reconnaître dans quelques détails d'une vie. Ces détails, ce sont ces moments où tout se noue, où une personne a été marquée, et ça c'est très intéressant à lire quand quelqu'un essaie de mettre des mots dessus, et parvient à trouver des moyens linguistiques d'en décrire les finesses et les effets. Les mémoires invitent alors à la réflexion et au ressenti, mêlant histoire personnelle et art de raconter. De plus, les mémoires reflètent l'époque et le contexte dans lequel l'auteur a vécu. Ils offrent un éclairage sur les mentalités, les valeurs et les enjeux sociaux de l'époque, enrichissant ainsi notre compréhension de l'histoire. D'autre part, les récits personnels permettent de tirer des enseignements pratiques et des conseils pour surmonter des difficultés. Au début du 19e siècle, un notable auteur français a eu l'idée de poser sur le papier, devinez quoi, sa vie, pour sauver ce qui doit être sauvé du temps, pour que quelque chose de son vécu soit conservé. Car, ça n'étonnera personne, les mots survivent mieux que les cadavres au temps. Je parle bien sûr de François-René de Chateaubriand, qui a écrit ses fameux Mémoires d'outre-tombe. Parlons de cette œuvre. Elle a été rédigée entre 1811 et 1841. Ses mémoires sont à la fois un témoignage personnel et un récit historique, mêlant son parcours politique et littéraire à une réflexion plus large sur la société de son époque. C'est en gros une confession intime et une fresque du monde en mutation qu'il traverse. Chateaubriand est né en 1768 et est mort en 1848. Donc, sachant cela, la rédaction des mémoires a duré 37,5% de toute sa vie. 37,5% de sa vie ont été nécessaires pour penser l'œuvre monumentale des mémoires. C'est donc une véritable œuvre cathédrale, construite sur le temps long. Alors déjà, c'est qui Chateaubriand ? Oui, j'aurais peut-être dû commencer par là d'abord. Premièrement, c'est un homme politique français, issu d'une famille noble bretonne. Monarchiste convaincu, il a oscillé entre engagement et désillusion politique, occupant notamment les fonctions de ministre des Affaires étrangères sous la Restauration. Il a même été pendant une courte période ambassadeur en Suède sous Napoléon. Profondément marqué par la Révolution et l'exil, il incarna le romantisme naissant, mêlant lyrisme et méditation sur le destin. Chrétien fervent, il chercha à réhabiliter la foi face au bouleversement de son époque. Dans le monde de la littérature, il s'est fait connaître pour 2 romans, Atala et René. Ce ne sont pas des œuvres marquantes, mais elles ont attiré un public étant donné que, elles traitaient d'un sujet séduisant pour l'époque, à savoir la vie sauvage dans les tribus d'Amérique du Nord. Bon, il se trouve qu'Atala, je l'ai lu et, ça m'a saoulé, et je l'ai pas fini. Mais en gros, ça parle de l'histoire tragique d'Atala, une jeune amérindienne élevée dans la foi chrétienne, et de Shaktas, un jeune indien capturé par une tribu ennemie. Ensemble, ils vont vivre leur histoire d'amour loin de leur peuple respectif,
dans la nature américaine. Bon après, le livre, je l'ai pas trouvé complètement nul, parce que j'ai bien aimé l'intro du livre, où là, Chateaubriand parle de l'espace dans lequel va se produire l'histoire. Donc il fait des belles descriptions, notamment celle d'un bison. Quelquefois un bison chargé d'années, fendant les flots à la nage, se vient coucher parmi de hautes herbes, dans une île du Méchas-Bé. À son front orné de 2 croissants, à sa barbe antique et limoneuse, vous le prendriez pour le dieu du fleuve, qui jette un œil satisfait sur la grandeur de ses ondes et la sauvage abondance de ses rives. Dans les milieux intellectuels, on le connaît surtout pour son essai sur les révolutions et le génie du christianisme. Dans le premier ouvrage, il compare la Révolution française à celle de Rome et de l'Empire byzantin, mettant en avant les cycles de l'histoire. Il y exprime déjà un mal du siècle à travers un pessimisme profond, annonçant que les révolutions finissent souvent par aboutir à des formes de tyrannie. Bien qu'il soit contre la révolution sous la forme qu'elle prend en France, il n'est pas contre une réforme de la monarchie. Toutefois, ce sont des écrits de jeunesse et il n'a pas assumé certains propos à la fin de sa vie, donc bon. Le deuxième texte, c'est le génie du christianisme, où il y rédige une apologie du catholicisme. Il répond en fait aux critiques des philosophes matérialistes du XVIIIe siècle, en affirmant que le christianisme a inspiré les plus grandes œuvres d'art, de littérature et d'architecture. Il cherche en fait à montrer que le christianisme est supérieur au rationalisme des Lumières, notamment sur le plan esthétique, moral et social. Donc Chateaubriand a une vision assez conservatrice, parce que même si Chateaubriand n'est pas conservateur au sens strict, car il a prôné une réforme de la monarchie, il restait monarchiste quand même. Et sa vision d'auteur est déterminée par cette focale. Après, c'est ce qui fait le charme de Chateaubriand quelque part, même si je pense pas que c'est son idéologie qui caractérise vraiment ses œuvres. C'est plutôt en fait sa capacité à styliser des événements de son vécu, des descriptions, des images. Comme l'écrivait le critique littéraire Jules Lemaître, ce n'est point en effet par la pensée qu'il est éminent et rare. Ce n'est pas non plus par le don de créer et de faire agir des personnages différents de lui, à la façon des grands dramaturges et des grands romanciers. Ce qu'il y a de plus vivant, ce sont les descriptions et les souvenirs de sensations personnelles. Dans les mémoires, il n'aura qu'à se peindre directement, sans nulle fiction interposée entre lui et nous, dans ses rapports avec les choses et les hommes, et dans les impressions qu'il en reçoit. Après avoir vécu des moments importants de sa vie, il se dit que ce serait bien de sauvegarder quelque chose de son passage sur Terre. Cette perspective posthume, on le sent dès le titre, Mémoires d'outre-tombe. Chateaubriand place son œuvre dans une perspective de postérité, se positionnant symboliquement au-delà de la mort pour raconter sa vie. D'autant plus qu'il a voulu qu'on lise ses mémoires après sa mort, puisque ça allait ajuster une résonance différente à ses propos. On m'a pressé de faire paraître de mon vivant quelques morceaux de ses mémoires. Je préfère parler du fond de mon cercueil. Ma narration sera alors accompagnée de ces voix qui ont quelque chose de sacré, parce qu'elles sortent du sépulcre. C'est sans doute un bien petit intérêt, mais je lègue faute de mieux à l'orphelin, mes mémoires, destinées à rester après moi ici-bas. Étant donné la proximité qu'entretient Chateaubriand avec le christianisme, et la proximité qu'entretient le christianisme avec la finitude humaine, et l'idée de l'éternel, je pense que ce n'est pas un hasard si son œuvre est empreinte d'une sorte de volonté de toucher l'éternité. On voit qu'il veut laisser une empreinte, un vestige, pas juste un nom sur une pierre tombale ou dans une liste d'anciens ministres. Perso, j'aime beaucoup cette démarche, vu qu'on a l'occasion de voir ce qui touche vraiment le fond de l'âme. Puisqu'écrire, c'est être seul avec soi-même, dans un instant inédit de solennité. Encore plus si on prend autant de temps pour le mettre en forme. Le début de l'œuvre, par exemple, se concentre sur sa jeunesse à Saint-Malo. Et on est déjà confronté à quelque chose de très nostalgique, ce qui fait que notre lecture agit comme un miroir sur notre propre enfance. On se sent un peu comme Chateaubriand. On comprend qu'il enchante sa jeunesse, qu'il en fasse une œuvre, et je pense qu'on a tous suffisamment de matière dans nos souvenirs pour faire comme lui. Du reste, rien de mon passé à Saint-Malo. Dans le port, je cherchais en vain les navires aux cordes desquels je me jouais. Ils étaient partis ou dépecés. Parfois même, le narrateur s'arrête et s'adresse à nous pour revenir sur ce qu'il a dit, insistant sur le caractère personnel de ses propos. J'ai été obligé de m'arrêter. Mon cœur battait au point de repousser la table sur laquelle j'écris. Les souvenirs qui se réveillent dans ma mémoire m'accablent de leur force terrifiante. Et pourtant, que sont-ils pour le reste du monde ? En fait, il prépare sa mort en écrivant. Mais contrairement au testament qui est à l'attention du notaire, les mémoires, c'est une œuvre qui n'a pas de lecteur prédestiné. Ça peut être n'importe qui le lecteur, à n'importe quelle époque. Ce livre, je l'ai trouvé dans un rayon et j'ai quelque part créé une relation avec une personne qui a vécu. Bon, ça reste une partie infime de cette personne, et peut-être une partie un peu naïve de cette personne, mais j'en ai eu au moins un échantillon. En plus, dans la vie, on est rarement confronté à des moments où les gens vont vraiment faire part de comment ils voient les choses, comment ils les ressentent. C'est comme s'ils voulaient emmerder personne avec ça. Parfois, j'ai même l'impression que certains se réfugient dans un second degré permanent
par peur que quelqu'un bute sur un peu de profondeur dans leur discours. Et moi j'adore savoir ce que les gens ressentent particulièrement à la vue de quelque chose, particulièrement Chateaubriand parce qu'il a le don des images. Chateaubriand a une vision, soit un style selon la définition très connue de Proust. Le style pour l'écrivain, aussi bien que pour le peintre, est une question non de technique, mais de vision. C'est ce qui fait que Chateaubriand est un magnifique trouveur d'images. Tenez, par exemple, c'est grâce à Chateaubriand que j'ai eu le droit à la meilleure description de la vie de marin. Alors qu'il traverse l'Atlantique pour aller en Amérique, il écrit ceci. Il est difficile aux personnes qui n'ont jamais navigué de se faire une idée des sentiments qu'on éprouve, lorsque du bord d'un vaisseau, on aperçoit de toutes parts que la face sérieuse de l'abîme. Entre le monde que l'on quitte et celui que l'on cherche, on n'a pour amour et pour patrie que l'élément sur lequel on est porté. Plus de devoirs à remplir, plus de visites à rendre, plus de journaux, plus de politique. La langue même des matelots n'est pas la langue ordinaire. Une langue telle que la parlent l'océan et le ciel, le calme et la tempête. Vous habitez un univers d'eau parmi des créatures dont le vêtement, les goûts, les manières, le visage ne ressemblent point aux peuples autochtones. Elles ont la rudesse du loup marin et la légèreté de l'oiseau. On ne voit point sur leur front les soucis de la société. Les rides qui le traversent ressemblent aux plissures de la voile diminuée et sont moins creusées par l'âge que par la brise, ainsi que dans les flots. La peau de ces créatures, imprégnée de sel, est rouge et rigide, comme la surface de l'écueil battu de la lame. Le vaisseau roulait au gré des lames sourdes et lentes, tandis que des étincelles de feu couraient avec une blanche écume le long de ses flancs. Des milliers d'étoiles rayonnant dans le sombre azur du dôme céleste, une mer sans rivage, l'infini dans le ciel et sur les flots. Jamais Dieu ne m'a plus troublé de sa grandeur que dans ces nuits où j'avais l'immensité sur ma tête et l'immensité sous mes pieds. Voilà, et avec Chateaubriand, c'est comme ça tout le temps. D'ailleurs, en fait, j'ai tellement de citations que je sais même pas quoi en faire. C'est d'ailleurs ce talent particulier qui a donné à Chateaubriand cette image de vaniteux conscient de son génie. Effectivement, Chateaubriand a eu la réputation d'avoir pris la grosse tête après avoir connu une vie aussi remplie en politique et en littérature. D'ailleurs, comme le dira Talleyrand, Il croit qu'il devient sourd parce qu'il n'entend plus parler de lui. je vais pas entrer dans le débat si oui ou non Chateaubriand avait un ego démesuré. En fait, je m'en fous. En écrivant sa vie, il se fait acteur dans l'histoire et propose un regard de surplomb, donc effectivement, c'est peut-être un parti pris un peu osé. Mais on parle de la fin du tumultueux XVIIIe siècle, lorsque la Révolution touche la France. L'œuvre traite donc de manière inédite de la fragilité de la vie et des civilisations. Il faut savoir qu'il a vécu la monarchie, la Première République, l'Empire et la Restauration. Donc on peut comprendre qu'il se sente obligé, surtout en tant que monarchiste, de dire ce qu'il pense de tous ces bouleversements. Évidemment, se faire l'acteur d'un livre, c'est se faire acteur de son histoire, car mettre en narration, c'est mettre un ordre, une trame dans sa vie. Donc évidemment qu'il se réinvente, et se donne peut-être une place plus importante qu'elle ne l'a vraiment été. Mais ça reste intéressant, et parfois c'est touchant. Par exemple, lors de son voyage en Amérique, il s'imagine pouvoir trouver un passage au nord-ouest du Canada dans l'espoir de relier l'Atlantique au Pacifique, sans passer par le Cap Horn. Sauf que déjà, il est choqué par le climat nord-américain. Ensuite, il manque d'expérience et de financement pour une telle entreprise. Et enfin, il tombe gravement malade, empêchant toute exploration du territoire. Ce projet sera finalement réalisé artificiellement avec le creusement du canal de Panama à la fin du 19e siècle. Bon, au moins ça lui aura permis de faire un peu de tourisme et de rencontrer quelques tribus locales, mais aussi de rencontrer quelques personnalités éminentes de l'histoire. Par exemple, il a rencontré ni plus ni moins que George Washington lui-même en 1791 à Philadelphie, qui était l'ancienne capitale des États-Unis à l'époque, avant Washington DC. Bon, concernant la rencontre, Chateaubriand décrit Washington comme un homme froid, austère, mais empreint d'une grandeur naturelle. Mais je vous laisse découvrir par vous-même cet épisode du livre. Je m'attendais vraiment pas à lire ce genre de scène, d'autant plus que lorsque Chateaubriand rencontre Washington, il a mon âge. D'autre part, le livre est un récit polyphonique, qui prend plusieurs formes de narration. Ainsi, on a des moments où le livre prend des formes de récit de voyage, de journal, de reportage, de lettres, de portraits, etc. Et on a même le droit à des divagations sur l'histoire ou ce genre de choses. Bon, parfois c'est un peu chiant, et c'est pas les meilleurs moments vu qu'il y a des références que non seulement les érudits, je pense par exemple à certains chapitres après son voyage en Amérique, qui sont des critiques entières de la littérature anglo-saxonne. Ce qui est sûr, c'est que Chateaubriand veut écrire librement, sans contrainte esthétique, et ça appuie le côté personnel de l'ouvrage. L'originalité de ses mémoires, c'est la place qu'il accorde non seulement à l'histoire, mais aussi au moi, à l'ego. C'est ce qui le lie et le sépare en même temps d'une autre œuvre très semblable, les Confessions de Rousseau. Si l'égocentrisme est totalement assumé dans les deux œuvres, Chateaubriand y ajoute les témoignages historiques, comme on l'a vu, mais aussi la mélancolie, donc c'est-à-dire le mal du siècle, caractéristique qui inspirera plus tard les romantiques comme Musset.
On peut donc pas parler de Chateaubriand sans évoquer le lyrisme, parce qu'il a introduit l'idée du héros, qui est désabusé, qui s'épanche et parle de lui-même, quoi. Le truc un peu classique et cliché du romantisme. Alors certains peuvent trouver ça un peu gênant, quoi, mais un peu d'ego ça fait pas de mal, quoi, voilà. S'il y a bien un espace où là on peut parler de soi-même sans être gêné, c'est bien l'écriture. Bref, à lui tout seul, il a ouvert la voie à une littérature plus personnelle et introspective. C'est en fait le début d'une idée de l'auteur observateur du monde, qui s'élève au-dessus de la foule pour tirer de sa vision des valeurs générales qui caractérisent la vie. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse, mais Chateaubriand n'a pas qu'inspiré les romantismes européens. Il a aussi inspiré les transcendantalistes américains. En gros, le transcendantalisme, c'est un courant philosophique et littéraire américain du début du 19e siècle, porté par des écrivains comme Emerson ou Thoreau. Il valorise l'intuition, la nature et l'indépendance spirituelle, affirmant que l'individu peut accéder directement à une vérité supérieure sans l'intermédiaire des institutions religieuses ou sociales. Alors on les connaît surtout pour la communion qu'ils prônent avec la nature comme moyen d'élévation morale et intellectuelle. D'ailleurs leur style a été résumé dans l'expression nature writing, qui est une caractéristique de leur mouvement. Ils donnent un côté spirituel en fait, voire religieux, à la nature américaine, et vu la tronche de leurs parcs nationaux, on peut comprendre pourquoi. Donc pourquoi Chateaubriand a-t-il inspiré ces types ? Regardez par exemple la description qu'il fait des chutes du Niagara dans une autre œuvre, Voyage en Amérique. Le fleuve, précipité d'une hauteur prodigieuse, se divise en une multitude de cascades, qui se croisent, se confondent et retombent en nappe immense dans l'abîme. Un arc-en-ciel permanent brille sur cette mer de vapeur. Donc là vous avez pu voir un peu le style de Chateaubriand qui est vraiment empreint de lyrisme et donc qui transforme un peu les paysages et les éléments naturels en expression de l'âme tourmentée. Bref, on continue. Un fleuve large comme l'estuaire d'un fleuve et rapide comme un torrent s'enfonce dans un gouffre avec un fracas épouvantable. Une vapeur s'élève à une grande hauteur dans les airs, des arcs-en-ciel flottent sur l'abîme et les eaux, en bondissant, écument et bouillonnent avec une violence inconcevable. Les oiseaux qui traversent les cataractes tombent dans l'abîme. Les animaux s'arrêtent sur le bord en frémissant. L'homme lui-même est saisi d'un sentiment de terreur et d'admiration. Chateaubriand s'inscrit donc dans la tradition du sublime. Il cherche à transmettre l'émotion provoquée par la grandeur de la nature, dont la puissance dépasse l'homme et suscite à la fois émerveillement et effroi. Cette grandeur de la nature, en gros, elle dépasse l'entendement humain. Et c'est ce que cherche à transmettre, à travers l'écriture, le sublime. C'est cette idée du sublime, que Kant a d'ailleurs définie dans la critique de la faculté de juger, que va reprendre le mouvement transcendentaliste américain. En résumé, le sublime, c'est un sentiment d'être pris par une émotion vive devant la nature, devant un phénomène naturel, tout en étant terrifié. C'est le mélange de fascination et de peur. L'idée d'une mortalité inaliénable est toujours sous-entendue dans l'œuvre. En écrivant ses mémoires, on sent qu'il cherche à créer un monument qui survivra à sa mort physique, assurant ainsi la pérennité de son nom et de ses idées. Il prépare en fait sa mort, et l'écriture est comme un recul spirituel chrétien. Pour reprendre ce qu'il écrit dans l'avant-propos, c'est un temple érigé à la clarté de ses souvenirs. C'est donc un rapport particulier au temps. Comme Chateaubriand, peu importe qui écrit sur sa vie, n'écrit pas seulement pour se souvenir, mais pour exister aux yeux de ceux qui viendront après lui, dans l'espoir que son passage sur Terre ne soit pas une simple parenthèse, refermée par l'oubli. Les mémoires, en somme, lues par le lecteur, sauvent la mémoire de l'écrivain. Le format des mémoires est particulièrement intéressant, car Chateaubriand explore comment les souvenirs, en particulier ceux chargés d'émotions, peuvent transcender la mort et le temps en nous les partageant. Même si ce ne sont pas les nôtres, ces souvenirs, nous comprenons leur portée et leur poids émotionnel. Par exemple, au début du livre, il parle de sa jeunesse et le regard d'adulte en fin de vie qu'il porte sur cette période est très intéressante. Il met en lumière la juvénilité des comportements qu'il avait, comme quand il aimait par exemple bien forcer son cheval à sauter par-dessus des fossés juste pour l'emmerder parce qu'il était têtu. Mais c'est évidemment un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais conclure ma vidéo avec la dernière phrase des mémoires. Il ne me reste qu'à m'asseoir au bord de ma fosse, après quoi, je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l'éternité. Cette ultime phrase montre que c'est bon, ça y est, il peut s'en aller après avoir laissé quelque chose dans le monde des mortels, une œuvre qui lui survivra. Il n'y aurait probablement pas d'art sans la pesanteur du temps qui passe indéfectiblement. On pourrait même se demander s'il y aurait toujours de l'art si nous étions immortels. Car dans ce cas, quel intérêt de créer quelque chose de beau et de profond ? Certains d'entre vous, j'en suis sûr, ont d'ailleurs déjà pensé à écrire un livre, à rédiger quelque chose avant la fin de votre vie. Et puis vous vous êtes dit qu'il y a le temps,
et finalement vous ne le faites jamais. On est tous un peu comme ça. C'est l'excès de temps qui nous ralentit dans notre création, mais si nous avions l'horloge de notre vie devant nos yeux, je suis certain qu'on se mettrait tous à écrire ce foutu bouquin, car le temps presse lorsqu'on se rend compte du temps qui nous reste. En bref, comme je le disais, c'est le temps qui nous pousse à faire de l'art. Les mémoires d'outre-tombe ont rendu quelque part Chateaubriand immortel. Dans le format des mémoires, l'aspect de la subjectivité revient constamment. Grâce à elle, un morceau de vie vécu par cet être quelconque qu'est l'auteur devient un événement particulier, spécial. L'anecdotique devient un sujet. Tout le monde se souviendra, du moins parmi ses lecteurs, qu'un François-René de Chateaubriand a fait cela à telle date. On peut même se dire qu'en revenant sur ces petits moments d'éternité, ces souvenirs enfouis et sacrés, on peut mieux se préparer à l'autre éternité, celle qui vient après la vie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vraiment le début de ce que j'aimerais faire dans cette chaîne. Avant, j'avais fait de l'histoire. Maintenant, j'aimerais faire un peu de littérature, voilà, pour me transmettre ma passion. Et j'espère qu'en tout cas, que la première étape de ça, ça aura créé une petite ambiance. Parce que le but, c'est de créer une petite ambiance dans ces vidéos, tout simplement. Donc je vais essayer de monter la vidéo, etc., de voir un petit peu les détails de ce qui va pas et de ce qui va. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu et ce que vous voudriez voir dans ces vidéos. Donc voilà, là j'ai vraiment essayé de travailler le ton de ma voix pour qu'elle soit un peu moins chiante, tout simplement. Parce que j'ai l'impression de parler comme un somnambule parfois. J'ai aussi essayé de faire un plan en plongée du coup pour essayer de mettre un peu en valeur ma tronche. Donc voilà, et de mettre aussi le décor derrière en valeur, même si bon c'est vraiment une chambre... même si c'est pas un décor très fameux. Bref, maintenant que tout ça c'est dit, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, et aussi de partager la vidéo et de la liker bien sûr.